Allez, on est parti pour un gros découverte de bande dessinée. Ça c'est cool. Le carton qui est ouvert. Qui c'est qui l'a ouvert avec les dents là? Les enfants peut-être. Bon, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue à la Cave du Mills. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau découverte de bande dessinée spéciale Rue de Sèvres avec un colis déjà ouvert, c'est incroyable. Il n'y a plus aucun respect. En même temps, c'est un peu une galère ce colis, je vous explique. On me l'envoie, ok, très bien. Bon, on me l'envoie à moi, mais ça va pas chez moi, ça va chez mon voisin. Mon voisin, il l'envoie à un autre voisin. Le voisin dit bah non, je connais pas, je sais pas qui c'est. On se connaît pas dans le village, on est 12 personnes, mais personne connaît personne. Donc c'est un délire. Du coup, le gars il dit bah non, c'est pas moi, je le renvoie à la poste. La poste me dit bon bah écoutez, on va vous le relivrer. Je laisse un mot sur la porte en disant pas de souci, frérot, tu le laisses sous le porche. Ah, il y a le mec à juger ou la meuf que c'était pas assez sécure. Alors on n'est jamais trop précautionneux, d'accord, mais du coup le colis est reparti avec lui. Pourtant je les avais eu au téléphone, j'ai dit je vous jure que c'est moi et que c'est ma maison, je vous ai fait un descriptif de la façade, et non, rien à péter, il le récupère, il le reprend, il le rebalance au centre de tri à Nantes, et du coup j'ai mis 45 minutes de route pour aller le récupérer, et ça fait déjà 1 mois et demi, voire 2 mois qu'il a été expédié par Rue de Sèvres. Donc merci à Rue de Sèvres, et désolé Rue de Sèvres, parce que à un moment je ne sais pas ce qui s'est passé, ce colis est maudit, en plus il est ouvert. Il y en a partout. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans quand même, hein, on va pas se mentir. Merci à vous, c'est grâce à vous que les éditeurs me font confiance, donc merci de commenter, liker, partager ces vidéos. Qu'est-ce qu'un découvert de bande dessinée? Un éditeur, un pote m'envoie des BD, des comics que je suis susceptible de ne pas avoir lu. Je les découvre en direct, donc je fais une unboxing en ouvrant le colis qui est déjà ouvert. Et puis bah suite à ça, et bah je vous dis si ça me hype, peut-être que je serai passé à la caisse en librairie en ayant vu ces œuvres-là. Ellipse temporelle, et je vous en fais une critique. Donc on va pas... Aïe. Ah. Une machine. C'est parti. Lui déconner ou pas? Merde. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Bon bah super, il est revenu. Voyons ça ensemble. La première œuvre que j'ai dans la main, c'est un grand format. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Les Chants du Chaos, livre 1, de Sommeil, Rue de Sèvres, de Elk. Waouh, l'œuvre est magnifique, 22,90 €. Oh, ça sent la fantaisie, ça sent le côté un petit peu divin. Ok, alors je connais pas du tout. Voilà, je connais pas du tout. L'œuvre est très très belle. Les couleurs me plaisent beaucoup, le dessin est singulier, mais franchement très joli. Le travail de Fab est fou, hein. Regardez-moi ça, le petit vernis sélectif. Il y a même une dorure qu'il y a sur la cover. J'arrive pas à vous le montrer, mais en tout cas c'est très très beau. Les Chants du Chaos, livre 1, Sommeil, je ne connais pas du tout. On va découvrir ça ensemble, je vous raconterai ça dans la deuxième partie. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est cool? Voilà, première œuvre, ça c'est good. La deuxième, ensuite, on y va. Ah pareil, grand format, en franco-belge. Ok. Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre et Dominique Monferry, d'après le roman de Pierre Lemaitre. Ok, bon, je connais ni le roman, ni les auteurs, ni les artistes, ni les dessinateurs et scénaristes. Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre du travail propre et sans bavure ce soir est une exception. Ok, alors là je vois une vieille dame avec un dalmatien. Ah, c'est très joli, ouais. Il y a un côté très très joli du dessin aussi, très particulier, complètement différent de la première BD, mais je dis oui. Oh là, stylé. Stylé, ça débroussaille. Ok, la vieille dame elle déboîte des gars. Ok, elle y va sans sommation, elle y va, elle défonce le truc. Ça a l'air bien sanglant, le chien est rempli de sang, enfin bref, c'est assez atroce. Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre et Dominique Monferry, d'après le roman de Pierre Lemaitre. Écoutez,
Ça fait plaisir. Deuxième œuf plutôt sympa, on continue. Alors ensuite, alors j'ai mis le carton porté parce qu'il est tellement grand. Il y a un paquet, hein, il y en a un paquet. Ah, ça c'est... Oui, Shin Zero, yes. Bablé Singelin. Carbone et Silicium et Frontier, évidemment au label 619. Bablé au scénario, Singelin au dessin. T'as deux doigts de l'acheter. Je vais pas vous mentir que tout le monde m'a dit mais c'est pour toi, mais c'est absolument pour toi, il faut absolument qu'il y aille. Petit format un peu à la manga, en souple, très très joli la cover. Voilà, il y a un petit côté carte à collectionner, tu sais, genre Hot Wheels avec les autocollants ultra paillettes et tout. Donc il y a vraiment un côté qui est cool. Le dessin de Singelin, moi je l'adore. Le scénariste Bablé, bah j'en suis fou. J'ai beaucoup aimé, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit hein, dans la sphère comics et BD, Insta et YouTube qu'il fallait absolument que je saute dessus. Mais là, je sais pas, j'ai acheté plein de trucs que j'ai pas l'habitude d'acheter et les œuvres un petit peu qui sont enfin où je suis pratiquement sûr que ça va me plaire, je sais pas, j'y ai pas été. Très bizarre, je sais pas si vous ça vous arrive aussi, mais en tout cas très content de lire ça. Il y aura 3 tomes. Là c'est le premier. Format manga, lecture de gauche à droite et puis le travail voilà graphique qui est dingue en noir et blanc avec les couleurs des différents protagonistes qui sont juste représentés. Je trouve ça très intelligent de le faire. Tout le monde m'a dit que c'était une dinguerie. J'ai hâte de vous faire un retour. Je sais pas si c'est par ça que je vais commencer, mais je pense que c'est en est parlant de la vérité. Attends, alors je vais mettre le carton sur le bureau parce que là c'est n'importe quoi. Alors ensuite, tac. Oula, Gone with the Wind, histoire intemporelle de Scarlett O'Hara et de Ruth Butler pour la première fois en bande dessinée. Alors le bandeau il a morflé, hein, c'est pour ça que j'aime pas trop quand les facteurs, les livreurs font des va-et-vient et tout, c'est jamais la folie. Donc, on enlève le bandeau, et donc Gone with the Wind de Pierre Allary, d'après le roman de Margaret Mitchell. Rue de Sèvres, le travail de Fabre est magnifique, petit dos toilé, premier tome, très très beau, regardez-moi ça, le travail de Fabre est fou. Là, du code d'entrée de jeu, on dirait un western, 1861, non, ça, fin, milieu 1800 même. Oula, on est sur la conquête de l'Ouest, là, on est sur quelque chose de... On est sur les fins des conquêtes de l'Ouest, mais on est sur la traite négrière, à mon avis. Y a rien de drôle d'ailleurs, y a rien de drôle, mais je pense que... Ah oui c'est ce que je cherchais. Il y a un drapeau sudiste, voilà, il y a un drapeau sudiste. Ok, très bien. Et ben écoutez, le dessin est très très beau. La colo est très plaisante et le grand format comme ça donne vraiment envie. Je suis ultra chaud. Je suis ultra chaud. Bon, on va lire ça. Premier tome, récit en 2 tomes. J'ai compris que l'argent est ce qu'il y a de plus important au monde et je suis bien décidé à ne plus jamais en manquer. Ça sent la personne qui, voilà, aime la thune, aime le flouze, aime la moula. Tout simplement. On continue. Qu'est-ce qu'il y a les enfants ? Ok, désolé, les enfants sont juste à côté, je suis tout seul. Il va falloir absolument que... Oh là là, le bandeau il a morflé encore. Oh là là, oui, il a morflé. Oh là, il est coupé en 2. Ouais, désolé. Ah, c'est le même. Ah, c'est le tome 2 Gone with Wine d'après le roman de Margaret Mitchell, toujours. Ah, sinon, ça serait un peu chelou. Ok. Bon, bah, j'ai toute l'histoire complète, trop bien. Récit en 2 tomes. Nous avons vu les avantages, cette fois-ci, à quatrième de couverture, c'est... Nous avons vu les avantages qu'offrait une civilisation en ruine, et nous en avons tiré le meilleur parti. Bon, ça sent vraiment les manigances de bas étage, ça sent les affaires peu scrupuleuses. J'aime beaucoup le dessin, On y voit une héroïne... elle m'a l'air très touchante comme ça et non ça a l'air très joli, j'aime beaucoup le chara-design des personnages, j'aime beaucoup voilà, physiquement ce qu'ils dégagent et puis leurs habits de l'époque et tout, non, c'est très joli mais ça m'a pas l'air d'être de l'action pure et dure, on est plus je pense sur de la discussion et de la manigance et de la magouille et franchement c'est stylé de ouf, trop bien, et il en reste encore, on y va. Ah bah je suis en train de le regarder carrément, il n'y a plus de respect. Le tome 2, Planetarium Ghost Travel, le renard doré. Ah, le renard doré, trop bien. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du renard doré. J'iris se remet... Attends, bah c'est le tome 2, donc je dois avoir le tome 1, et voilà. C'est... Oh putain, du manga quoi, bordel. Il n'y a plus. C'est énorme hein, ce qu'il y a à lire là. C'est énorme, c'est des couvertures de bande dessinée et incroyable. Bah tome 1 et tome 2, du coup. Oui c'est ça. Tome 1 et tome 2. Avec toujours le petit bandeau qui a morflé. Il a bien morflé aussi lui. C'est très joli, c'est très... J'ai pas l'habitude de lire du manga donc je vais être nul à chier en termes de termes. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce bandeau? On va le lire. C'est comme un parchemin. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince. Ah ok, c'est inspiré du petit prince. D'où l'écharpe. C'est ça que vous me disiez? Comme dirait Ribéry. Planetarium Ghost Travel. L'espace n'a jamais été aussi envoûtant que lors d'une expédition à travers les étoiles aux côtés de 303. Le nonchalant et énigmatique agent de la compagnie Planetarium Ghost Travel. Ok. Alors j'ai l'impression que c'est une exploration dans notre système et bien au-delà, vers l'infini et au-delà quelque part. Les enfants? Tout va bien? Oui. Très bien, je finis ma vidéo, j'arrive. A tout de suite. Bon, très bien, écoute. Je sais pas du coup ça parle. Après le dessin, je t'avoue que bah c'est pas ma cam. Hein. Bon voilà. Et il y a du détail, c'est ça qui est cool. C'est pas que des. Non, j'ai fermé la porte, ma chérie. Et moi, je veux te donner un chocolat. Tu veux me donner un chocolat? Bah oui, au moment où on tourne ces packs. J'arrive. Allez, viens me donner mon chocolat. C'est quoi comme chocolat? C'est un ourson? Oui. Eh chérie, merci beaucoup. A tout à l'heure, je t'aime.
Bisous. C'est très mignon. Oui, je vais faire ma clé. Cric cric, c'est bon, c'est fermé. C'est mignon quand même, regardez-moi ça. Petit ourson. Je fais des dégustations aussi dans mes vidéos. C'est ma femme qui fait ça, les chocolatières. Voilà, vous savez tout de ma vie. Voilà, j'ai des enfants, ils me donnent des chocolats pendant que je bosse. Ah, voilà. Non mais voilà, un moment. Il n'y a pas de secret. Alors, mais bah, écoutez, Planetarium Ghost Travel, tome 1, tome 2, je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu. C'est le regard doré donc. Est-ce que ça se dit de gauche à droite? C'est du manga. La BD quand même, elle a morflé de ouf. Le manga a quand même bien morflé. Mais, écoutez, j'ai bien envie de me lire ça parce que c'est vrai que c'est très rare quand même. Donc, une très belle sélection, encore une fois. Merci à Rue de Sèvres, c'est infiniment. Enfin, j'ai pas du chocolat plein la gueule, désolé. Merci infiniment. On va pas perdre beaucoup plus de temps parce que je sens que cette vidéo va être hyper longue. Donc, on se retrouve juste après. Bisous. Et voilà mes petites perruches, nous sommes, oh je pense, un bon mois plus tard. Ah, on va pas se mentir, voilà, parce que la vie étant que, voilà. Donc j'ai lu toutes ces œuvres, voilà, donc je vous en parle en une seule fois et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que vous attendez, c'est... Qu'est-ce qu'il en a pensé le bon vieux Mich? Arrête de chanter. Tu fais chier tout le monde. Ah oui, c'est bon, j'arrive. Oh. Ouais, Roger. Ça va? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais tu vas pas t'y mettre toi non plus, bordel! Oh putain! Bon, bah, on va commencer immédiatement, on va pas perdre plus de temps parce que quand même, il y a 2-3 trucs à dire. Et on commence immédiatement avec... oui, on va prendre ça. Oui, parce que je vous explique, habituellement, je sélectionne une œuvre que j'ai kiffé, je vous en parle, tout le monde a le kiki tout dur. Mais quand c'est un découvreur de bande dessinée, je suis un humain. Et quand un éditeur me sélectionne une espèce d'énorme échantillonnage de la variété exceptionnelle qu'ils ont au sein de leur catalogue, bah forcément, je ne suis pas sensible à tout. Voilà, donc je me demandais, est-ce que je parle d'un truc que j'ai aimé, après je parle d'un truc que j'ai pas aimé, après je parle d'un truc où j'ai vomi, tu vois? Calmez-vous, c'est une blague! Voilà, bravo aux éditeurs qui m'envoient des gros colis avec vraiment une grosse panoplie d'œuvres qui peuvent me parler plus ou moins dans des formats différents, d'origines différentes. C'est un peu comme ça, c'est cool en fait qu'un éditeur ait une panoplie comme ça, un panel devrais-je dire. Parce que bah c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que toi, par exemple, je sais pas, t'aimes la pizza? Voilà, moi aussi. Mais si tout le monde se mettait à aimer la pizza, en fait, bah ce serait chier parce qu'il y aurait tout le temps des pizzerias partout. Tu voudrais faire un grec ou un indien, bah c'est mort en fait. Là, tu peux pas y aller parce que ça marche pas, donc les gens qu'il y a des pizzas partout et du coup les gens vont dans le restaurant et puis ils aiment que la pizza, c'est-à-dire que les lasagnes même pas, ou que dalle, rien, y a personne qui commande mon pote, du coup arrête d'en faire. Forcément les endives au jambon c'est très bon mais les gens n'en mangent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se fait chier à prendre de la cam et des endives alors que ça se vend pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le monde prendrait la pizza et puis bah vous voulez quoi, une base de sauce tomate ou de crème? Même pas mon pote. Tout le monde aime la sauce tomate. Donc voilà, moi je trouve ça cool, et bravo aux éditeurs qui prennent un petit risque, entre parenthèses, de m'envoyer des œuvres, parce que bah oui, bordel, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un échantillonnage aussi grand, et puis c'est pas donné à tout le monde de dire, bah attends, tu sais quoi, je sais qu'il aime la science-fiction, je sais qu'il aime la fantasy, je sais qu'il aime les polars, mais je vais quand même lui envoyer du manga, et ça c'est ballsy mon pote. Donc bravo, félicitations à Rue de Sèvres, et merci infiniment. Évidemment, le but du jeu, c'est de t'expliquer que ça a pas marché sur moi, mais que je suis persuadé que ça trouverait lecteur, parce que je suis aussi persuadé, et après j'arrêterai avec ce monologue infini, mais qu'il y a de tout pour tout le monde. Ah, et on est tous différents, et c'est ça qui est quand même cool, et ce serait bien que les Français s'en rappellent. Ah, bisous. Ceci étant dit, j'ai dû rallumer un peu la lumière, bordel, parce que là, dehors, il fait nuit, alors qu'il fait 14h30, j'ai un temps de merde chez moi. Oui, ça casse les couilles, qu'est-ce qu'il y a? On va parler du Serpent majuscule de Pierre Lemaitre, d'après le roman de Pierre Lemaitre, donc au scénario, et Dominique Monferry qui est au dessin et à la couleur. La cover est très stylée, je l'avais pas trop retenu, mais effectivement, c'est très très beau. Ce flingue tenu par une femme avec du vernis à ongles, et le sang qui a éclaboussé de partout, et le dalmatien avec ce regard complètement perdu de putain, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ma maîtresse? Elle pète complètement un plomb! avec des taches noires et rouges, qui créent une espèce de chien un peu chelou, quoi, parce que le rouge, c'est pas vraiment la couleur qu'on retrouve sur le pelage des animaux domestiques habituellement. Ou alors vraiment, il a été trafiqué le pauvre, et là, faut qu'on arrête de faire du tuning avec les animaux. Bref, ça coûte 20€, sorti le 12 mars 2025, une histoire qui se déroule en 1985, on va suivre une dame, une vieille dame, voilà, alors je sais pas si on dit une vieille toujours aujourd'hui, une personne qui s'appelle Mathilde, qui a de l'érosion de la vie, on voit les petites pattes doigts parce qu'elle a beaucoup rigolé, ou alors une espèce de ride comme ça sur le côté, parce que oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a pas le droit d'avoir eu une vie, bordel de merde? Elle peut exister ou pas? Même si c'est une vieille! Voilà, donc c'est une vieille dame, on l'appellera Mathilde. Mais alors Mathilde, c'est une septuagénaire, et une septuagénaire qui s'appelle Mathilde, moi je l'ai retenu, c'est quand même un peu stylé. Mathilde, en 1985 donc, s'assure et flingue à la ceinture. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit d'avoir des petites références de rap? Là c'était Ayam mon pote. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans la place, gros!
Ça va pas du tout. Donc en 1985, Mathilde, elle bute des gens. Elle a un commanditaire qui s'appelle Henri. Et Henri et Mathilde, en fait, ils sont de la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Donc tu vas apprendre tout ça et c'est assez cool. Donc Henri donne des ordres à Mathilde et Mathilde, bah, telle une mercenaire, bute des gens et puis c'est tout. Sauf que attention, Mathilde bute des gens avec du gros calibre et ça éclabousse, comme sur la cover. Voilà, donc c'est pas con d'avoir mis une cover comme ça, mine de rien. Et effectivement, bah, Henri lui dit, bah, bute un tel. Bon, bah, elle bute un tel, mais elle le bute, genre, elle tire dans les parties intimes, là où ça fait mal. Elle explose le chien et compagnie. Enfin, vraiment, elle fait des trucs un peu horribles. Donc elle pète un peu un plomb, Mathilde. Donc Henri lui dit, mais Mathilde, on te demande de buter des gens discrètement, en fait. Alors comment tu fais pour buter des gens discrètement? Bon, moi j'en sais rien. Enfin, j'ai 2-3 idées si tu veux, mais j'ai pas envie d'en parler, sinon j'aurai des problèmes avec la justice. Mais effectivement, Mathilde elle commence à péter un plomb et mettre du sang partout. Et donc du coup, bah, les médias en parlent, la police en parle, et c'est un peu le bordel. Parce que bah, ils veulent tout sauf ça. Donc le chef de Henri dit, attendez, Mathilde elle commence à poser problème. Non, non, je me tiens garant pour elle, t'inquiète pas. Non, non, vous allez la tuer, elle commence à être problématique pour nous. Et bim, ça part là-dessus. Évidemment, il va y avoir une enquête de police. Le chef de la police va tout simplement lui dire, non mais je suis sûr que c'est les mafias, faut quand même pas être sorti de sorcière pour savoir ça. bon bah pas du tout, mec, t'es complètement à côté de la plaque, mais bon c'est cool. Donc tu vas suivre un mec qui enquête là-dessus, tu vas suivre aussi une femme de ménage, toutes ces familles sont un petit peu regroupées, la fin est monumentalement, je m'y attendais absolument pas, vraiment j'ai trouvé ça cool, c'est une petite histoire qui se lit très bien. Alors d'après le roman, je l'ai pas lu le roman moi si tu veux, mais il a dû tailler pas mal dans le gras je pense, donc effectivement ça va très très vite et pourtant la bande dessinée c'est pas un format d'une 60aine de pages, on est vraiment beaucoup plus sur une 120 ou 130 pages, un truc comme ça, et c'est cool de voir qu'en 1985 il y avait encore des 4L, il y avait encore des Renault 5, il y avait encore des cabines téléphoniques, ma gueule, voilà, ça c'est plutôt marrant. Je crois qu'on est à Paris, parce qu'il me semble qu'à un moment on voit Notre-Dame, et par contre le dessin est tout à fait magnifique. Ouais, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, moi j'ai trouvé ça magnifique, voilà, le dessin est incroyable. Dominique Montferry là, bravo, vraiment c'est fou. La couleur un peu pastel, on dirait du lavis à certains moments, les grandes illustrations comme ça avec des compositions, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Juste le découpage, je l'ai pas trouvé, voilà, le découpage est standard on va dire, sans être mauvais. En tout cas, c'est une réussite pour moi, j'ai beaucoup aimé. Le caractère de Mathilde, tu vas te rendre compte que la meuf, elle est en bout de piste, elle est en bout de piste, elle est en roue libre. Et c'est assez intéressant de voir à quel point on essaie de la calmer, comment la police va passer à côté, parce que forcément ils vont chercher un profil différent. Le côté, le kawaii jaune un petit peu, je trouve ça hyper sympa. L'histoire avec l'amour des animaux, mais en même temps, tu sais, c'est une espèce de dichotomie entre le fait de faire des dingueries, des grosses dingueries que c'est interdit par la loi, et même en termes de code moral, personne fait ça dans aucune civilisation, mais avoir quand même de la tendresse pour certains petits trucs, tu vois. Et la fin, je m'y attendais pas, et je vous avoue que quand même, mine de rien, ça m'a quand même bien plu. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Et puis 1985 en France, putain, moi c'est que du... Alors moi je suis né en 89, si tu veux, mais quand tu vois les vieux films français, tu t'y retrouves, il y a des bagnoles, tu sais, il y a les R6, et machin comme ça, je trouve ça stylé, les petites rues pavées, la police, et puis tous les travers de l'époque, quoi. C'est une histoire qui se lit assez rapidement, mais franchement je vous la conseille si vous kiffez un peu le côté décalage d'une personne qui pète un plomb. Pour le dire clairement, une vieille dame fan de son chien à qui il manque des cases. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, oh une perruche, elle fait 20 mètres, de haut, elle est magnifique, ah la vache, elle a un bleu pétrole, elle est magnifique. Voilà. Bon, c'est une façon à moi de vous exposer un peu l'idée que j'ai des kaiju. Dans la vraie vie, je pense pas que ça se passerait comme ça. La tristesse. Vous avez été des milliards à me dire il faut absolument que tu laisses ça, c'est une terrible. Oui, c'est vrai, vous aviez raison. Vous avez compris, je vais vous parler de Shin Zero, le premier tome sur 3, sorti au label 619, pour 13,90€ le 22 janvier 2025. Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est du Sentai, vous l'avez vu? On va suivre 5 personnages, Satoshi, Sophia, Warren, Nikki et Héloïse. Voilà, je les ai, mais pas dans l'ordre, hein. C'est pas le quintet dans l'ordre, mais je les ai. C'est incroyable. C'est donc Matt et Guigui qui sont au platine. La tristesse. Ah oui, c'est des génies les mecs, je leur dois au moins le respect. Mathieu Bablet qui donc est au scénario et Guillaume Singelin qui est au dessin et à la couleur. En tout cas, dès que je dis label 619, Mathieu Bablet ou Guillaume Singelin, je pense que j'ai 1 euro qui devrait tomber dans chacune de mes poches. En moins de 2 ans, je pense que je pourrais me payer une piscine olympique que je pourrais mettre dans le jardin et j'ai pas du tout envie d'acheter ça. Et j'ai pas la place. Voilà, non mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ces personnes. Je les trouve talentueuses. C'est du Sentai. Qu'est-ce que ça raconte de quoi? En fait, on parle que ça fait 20 ans
Je vais enlever ça parce que c'est une catastrophe. Donc on parle des Sentai, de ces 5 personnages là, des 5 protagonistes, qui sont donc du coup des Sentai, donc des espèces de héros comme ça. Sauf que Neo a dit quelque chose de très intéressant, je vais le reprendre ici, et je lui dois bien ça. C'est que c'est un peu l'ubérisation des Sentai, tout simplement. En fait, ça fait déjà 20 ans que le dernier kaiju est sorti de mer, et s'est fait poutrer, et depuis il n'y a plus de kaiju. Ils ont disparu de la surface de la Terre. Et on va suivre ces gens-là qui sont fans de Sentai, qui veulent être des Sentai, mais ils n'ont plus de but. Alors c'est une explication un petit peu de comment grandir sans avoir des héros en vue, quoi. Sans avoir de modèle, voilà, tout simplement. Ces 5 personnages-là vivent dans une grande ville, et ça parle aussi de la précarité de l'emploi. Je l'ai vu comme ça, en tout cas moi. Ils vont être obligés de se regrouper dans une colocation pour survivre, plus ou moins. Parce qu'en fait, ça paye pas beaucoup les nouvelles missions qu'ils ont, parce que les Sentai à l'époque poutraient des kaiju. Maintenant, voilà, ils sécurisent des bars, ils tiennent des places propres, ils raccompagnent des gens quand ils reviennent de soirée pour éviter qu'ils se fassent emmerder. Ça paye que dalle, quoi, si tu veux. Les missions qui payent bien, c'est des missions où ils vont devoir aller voir les mafieux, enfin des hors-la-loi, et puis aller éviter genre des transactions de drogue et compagnie. Mais c'est tellement dangereux et flippant, les gars sont pas formés, enfin c'est passionnant, voilà, c'est passionnant. C'est vraiment la précarité de l'emploi. C'est vraiment une BD où en fait on arrive à allier le côté grandiloquent des kaiju, des Sentai, des Super Sentai même. Et c'est une introduction à l'histoire, c'est vraiment poser les bases d'un univers que je kiffe, j'ai kiffé, voilà, je vous le dis, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir où ça va aller. La subtilité de la plume de Mathieu Bablé, on parlera évidemment après des dessins, hein, avec ce noir et blanc, nuance de gris, avec des couleurs de Sentai dès que les Sentai apparaissent. Alors t'as pas mal de pages où bah tu vois pas de couleurs évidemment. Et puis d'un coup, tac, dès qu'il y a une petite pensée, dès qu'il y a quelque chose qui concerne un des Sentai, bah évidemment, on va lui mettre la couleur qui lui est attitrée. Réussir à jauger entre le fabuleux, le grandiloquent en fait, et puis la petitesse des missions qu'ils ont, et réussir à avoir ce rapport des valeurs, cette espèce de palier immense qu'il y a entre ce qu'ils espèrent être et ce qu'ils sont vraiment. Moi ça m'a rappelé mes années lycée, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça génial, c'était très nostalgique en lisant ça, quoi. Le côté on s'entend tous bien, mais on a aussi des frictions avec certaines personnes. Le côté là on va suivre une mère par exemple typiquement qui galère, c'est une jeune maman qui galère, on va suivre un gars qui est vraiment à fond dans le sport et qui est focus sur un truc, qui est assez menteur. On va suivre quelqu'un qui tombe amoureux, mais des relations sociales et amoureuses bien différentes. Peut-être que si tu aimes quelqu'un, il t'aime pas forcément lui aussi. Il y a toute une histoire de jalousie, d'incompréhension. Il y a la maladresse. En fait, on est vraiment sur du young adulte, à mon sens. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il y a vraiment ce côté nostalgique qui m'a envahi quand je l'ai lu. C'est réussir à amener un côté coloc et amical et fraternel de l'époque, quand j'étais plus jeune. Réussir à amener ça par rapport aux enjeux qui sont immenses. Et on sent que les enjeux sont immenses. Ça va se développer dans le tome 2, je pense, et finir dans le tome 3 en apothéose. Mais ce tome 1, il pose vraiment les bases. Et j'ai trouvé ça génial. Le dessin de Guillaume Singelin est tout à fait magnifique. Évidemment que c'est taillé pour que ça ressemble à du manga. Évidemment, bon, t'as une lecture à l'européenne, mais évidemment que ça doit être rangé en tête de gondole, ça doit être rangé et en franco-belge, mais surtout en manga. C'est un format qui est magnifique. Voilà, le côté carte de collection comme ça avec, j'adore. Avec ce côté pailleté brillant. Je trouve ça vraiment très joli. La fable est très belle. Et les dessins sont incroyables, quoi. Enfin, vraiment, en plus, il y a tout un travail avec Mathieu Bablé à la fin qui t'explique plein de trucs que moi je connaissais pas parce que je suis un total novice de ce style-là. Et j'ai trouvé ça génial, voilà, j'ai trouvé ça génial, ça m'étonne même pas que beaucoup de personnes aient aimé, que ce soit les passionnés de Kaiju ou de Sentai et que ce soit les personnes comme moi qui n'y connaissent rien. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, j'essaie de vous trouver une page qui peut exposer un peu mes propos, mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Voilà, Guillaume Saint-Jean est une brute. Ça aurait été Mathieu Bablé, pour moi c'était la même chose parce que j'aime les deux. Et puis la plume de Mathieu Bablé, comme celle de Saint-Jean d'ailleurs, hein, les deux sont deux artistes complètement complets. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent à chaque fois. Vraiment bravo, c'est trop bien. Et puis ça joue avec, ça n'oublie pas de nous rappeler un peu notre temps avec les réseaux sociaux et compagnie. Vraiment c'est un coup de cœur, voilà, c'est un coup de cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais vraiment bravo Mathieu Bablé, bravo Guillaume Singelin, bravo le label 619, c'est toujours aussi kiffant. Continue à nous produire des, je crois que c'est, je sais pas si c'est Yuck qui a fait la démo, mais en tout cas c'est très beau. Ça fourmille de détails, c'est magnifique. Regardez-moi ça, cette double page. Le découpage est hyper dynamique. Il y a vraiment, la narration est efficace, tu t'ennuies jamais, c'est touchant, c'est beau. Enfin il y a rien à dire, quoi. Y a rien à dire. Et on enchaîne immédiatement avec aïe. Voilà, bon, comme je vous disais tout à l'heure, les œuvres que j'ai pas trop kiffé parce que c'est pas fait pour moi. On est en plein dedans avec Planetarium Ghost Trouble, 2,90€ par tome. C'est sorti le 16 octobre 2024 pour le premier tome en tout cas. Que dire, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. J'ai du mal à finir le deuxième tome. Pourtant, je comprends l'idée, mais c'est pas pour moi. Alors, c'est de Sakana Sakatsuki. Que dire. On va suivre 303, donc ce petit gamin qui est là avec son écharpe rouge là. Il s'en bat un peu les steaks de tout, il fait un peu sa life. Il bosse pour l'entreprise Planetarium Ghost Trouble, donc 303, et qui est dirigé par un gars qui s'appelle 505, qui lui donne des informations et qui lui
lui demande de faire des espèces de résumés de ce qu'il a vu sur différentes planètes, parce que c'est son boulot, ce gamin-là. Il va aller sur différentes planètes, et il va des planètes endormies, et il va aller découvrir pourquoi ils sont endormis. Alors il le sait déjà, c'est parce qu'il y a des arbres de Tobias qui prennent place sur les planètes, et qui font que les planètes deviennent endormies. Parce que les gens, quand ils se posent à côté d'un arbre comme ça, ils s'endorment eux aussi, et se transforment en un arbre de Tobias, et dans ces arbres de Tobias-là, il y a des petites perles rouges, qui sont ni plus ni moins que des souvenirs des gens endormis. Ah, la drogue. Clairement, on est là-dessus. Alors, c'est pas mon truc, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que ça peut intéresser plein de gens. Mais juste moi, ça va pas marcher sur moi. Alors, bougez pas. Voilà. On va suivre c'est plein de petites histoires en fait. Si tu veux. Le mec est en scooter avec des ailes, et il va dans l'espace. Et puis bah voilà, il n'y a pas besoin de masque oxygène. Enfin, c'est de la science-fiction. Hein. Mais on est sur de la science-fiction très décomplexée, ma petite perruche. Le gars est là. Maintenant il se rase jamais, le mec saute dans l'atmosphère, atterrit sur la planète, le petit scooter des ailes, et il se gare, il va voir, je sais pas, une meuf qui a un magasin, où il y a bah, évidemment une planète endormie, il y a pas grand monde qui vient dans son magasin, donc il commence à discuter, il papote, après il va voir un mec, il parle avec ce gars-là, en fait il fait des tiges par rapport à des souvenirs de son frère sur des goûts qui ont des fleurs. Après, il va voir une meuf qui est bibliothécaire et il essaie de la dévergonder parce qu'il lui dit « meuf, t'es pas assez dévergondée ». Après, il va enfin rencontrer, parce que lui c'est 303, il y a un mec qui s'appelle 505. On va enfin rencontrer 505, savoir qui c'est cette personne-là. On va voir qui c'est que 505 a mis sous sa tutelle. Et au final, on va se rendre compte qu'on va changer de personnage, on va suivre l'histoire de 505 qui va retrouver 303. À l'aide. Voilà, j'ai pas rien compris, c'est juste que je me suis dit tellement what the fuck. C'est décomplexé. Voilà, c'est décomplexé. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pas mon truc. En termes d'histoire, c'est beaucoup trop décomplexé. Alors je ne sais même pas à qui je dois donner ça, parce que je vais le donner à quelqu'un. Je me suis dit peut-être mon fils, mais en même temps, je sais pas si ça... Alors oui, ça doit certainement se lire quand t'es un enfant, mais il y a le côté tige. Ça fume pas mal. Les gars fument des clopes. Alors même s'ils te font comprendre que bah les gamins, que les gens, bon bah ils sont pas malades avec ça parce que c'est pas mauvais pour la santé, ben en fait ça reste ni plus ni moins que des tiges quoi. Tu vois? Alors là à un moment il va louer des types de patinettes électriques volantes et il va en louer 10 d'un coup. Alors tu te demandes comment il fait pour prendre les 10 tout seul, où c'est qu'il les met? J'ai bien une idée mais c'est pas ouf. Et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils veulent les amener à un endroit pour que 10 personnes avec des patinettes et des donuts. Je sais je le vends mal mais je suis désolé, j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé. Mais je peux comprendre qu'on aime parce que il y a aussi des points positifs. Très bienveillant, extrêmement bienveillant. Beaucoup trop bienveillant. Voilà. Et du coup, ça parle à une catégorie de personnes qui aiment le côté... J'ai pas envie d'utiliser le mot kawaii parce que c'est le côté un peu mignon de la vie, tu vois, de prendre tout le temps la vie du bon côté. Il est insupportable, 303, le gamin là, avec son écharpe rouge. Merde, putain, je me gourre tout le temps. Il est insupportable, le gamin, parce qu'il est tout le temps de bonne humeur. Et c'est tout le monde devrait être comme ça, on est tous d'accord là-dessus. Et je pense que t'es un énorme putain de mec aigri quand je dis ça. Mais effectivement, il voit jamais le mal nulle part. Il ne voit pas le danger. Enfin, vraiment, il se comporte comme un enfant, c'est-à-dire que tout est féerique, il voit pas le danger, il y a jamais de problème. Donc tu te dis, bah ouais, c'est assez fou. Alors avant de vous parler du dessin, venez avec moi quand même parce qu'il y a un truc qui va pas depuis tard. Ça sent la cuisine depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer. C'est compliqué de faire des vidéos dans ces conditions-là. Bonjour. Fais les chouquettes. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Voilà, bon on voit plus rien, mais en tout cas, c'est un piège, donc je vais me dépêcher de finir la vidéo. Hein, ça commence à humer bon. Les petites chouquettes comme ça, c'est quand même toujours plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire. C'est compliqué de tourner dans des conditions pareilles. Ah, qu'est-ce que je te dis? J'ai beaucoup de chance, ouais, j'ai beaucoup de chance. Si elle regarde cette vidéo, je t'aime. Donc, le scénario, bah voilà, le scénario, il est pas mauvais si tu veux, mais putain, c'est un peu tiré par les cheveux, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Et le dessin, et c'est là qu'on y vient, et je veux pas être un espèce d'énorme salaud. Je veux plus dire, j'ai déjà dit à l'époque, c'est un peu toujours pareil le manga. Non, je suis désolé, je peux pas me permettre de dire ça, c'est pas possible, d'accord? Il y a forcément de la nuance. Et faire des généralités comme ça, c'est pas possible. Mais il y a des codes du manga qui sont donc des proportionnalités qui sont pas respectées. Les coupes de cheveux qui sont toujours un petit peu figées, les yeux qui sont très grands et écarquillés la plupart du temps, les expressions, tous les codes
du manga en fait. J'ai rien contre Sakana Sakatsuki, encore une fois elle dessine très bien. Il y a même pas mal de détails des fois et franchement ça fait plaisir à voir. Il y a aussi énormément de fonds noirs avec des points blancs qui nous montrent bien qu'on est dans le côté spatial, le côté exoplanète, ouais, un petit peu, mais il y a vraiment ce délire de on a entendu parler de la planète bleue et puis les planètes endormies par rapport aux arbres de Tobias. T'as l'impression que vraiment les planètes sont toutes petites, tu vois pratiquement le galbe des planètes à chaque fois que tu montes dessus et tout. Je ne suis pas un grand fan, voilà, je ne suis pas un grand fan du dessin. Je ne suis pas un grand fan du découpage. Je trouve que ça manque de texture. Je trouve que c'est pour le coup là, et je sais que c'est pas le cas parce que j'aime beaucoup la dynamisme qu'il y a dans le manga la plupart du temps, mais là, je trouve que c'est pas assez dynamique pour moi. C'est très figé en même temps. Il se passe pas grand chose et c'est pour ça, tu vois, quand ils sont dans l'espace en train en trottinette spatiale. Bon bref, désolé. Ils sont en trottinette spatiale, bon bah tu vois pas d'effet de mouvement, il y a pas de mouvement, il y a très peu d'onomatopée, voire pas du tout je crois. Je trouve qu'elle est efficace, parce que je crois que c'est une femme, Sakana Sakatsuki, je crois que c'est une femme, mais du coup je la trouve très efficace dans les discussions, c'est-à-dire les pauses avec deux personnes qui discutent. Je trouve que pour le mobilier urbain, les intérieurs et tout, elle est très très balèze, pour les immeubles, les bâtiments, même le scooter à elle et tout, avec des ailes là, il est stylé, hein, y a pas de problème. Je trouve que c'est quand même assez figé et il y a beaucoup de textes que ça parle quand même pas mal. Et ça parle pas mal pour dire des trucs qui sont moi je pense que j'ai pas l'âge. Je vais le prêter à mon gamin, je pense que je vais lui filer à mon gamin. Si mon gamin n'aime pas, je mettrai dans une boîte à lire. Mais en tout cas, voilà, si pour vous c'est votre délire, bah foncez dessus. Mais je vous avoue que j'ai eu quand même beaucoup de mal à terminer ce deuxième tome. Est-ce que je vous le conseille? Si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, non, évidemment, je pense pas. Mais si vous êtes assez sensible à la bonhomie, si vous aimez les histoires qui se terminent et qui sont quand même un petit peu empreintes de nostalgie, on va pas se mentir aussi. Si vous aimez le côté gadget et ce petit 303 là qui est un peu nonchalant, hein, qui va de planète en planète pour récupérer des notions culturelles, c'est ça son boulot à la base. Hein. Il bosse pour Planetarium Ghost Travel, mais à la base il va sur des planètes pour récolter tout plein d'informations culturelles sur des planètes différentes. Au final, c'est très vite éclipsé. Malheureusement. Je te le rappelle de temps en temps, mais en fait tu vois bien qu'il bosse pas le gamin, qu'il s'en fout de tout, qu'il écoute pas 505 et qu'il essaie de dévergonder la plupart des gens quoi. Il y a des trucs très très touchants comme la personne qui se transforme elle en plante et du coup bah tu vas suivre son cheminement. Ça c'est très joli aussi. C'est juste pas pour moi, je pense, tout simplement. Voilà, il y a pas d'animosité. Je sais que de toute manière je ne l'aurais pas acheté, donc c'est cool de le découvrir comme ça. Maintenant je sais ce que c'est et merci à Rue de Sèvres. Merci donc du coup au Renard Doré. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont kiffer. Moi je t'avoue que c'est pas un truc qui m'a trop botté. C'est pas un truc qui m'a trop botté. Voilà, si vous aimez le manga de toute manière, bah ça peut carrément vous plaire. L'édition est très jolie. Il y a vraiment ce côté vernis sélectif, peau de pêche. Donc ouais, si vous aimez la science-fiction un petit peu décomplexée, avec des personnages ultra mignons qui vont de planète en planète et qui font des rencontres toutes plus mignonnes les unes que les autres, bah foncez sur Planetarium Ghost Travel, j'ai envie de vous dire. Bon, alors maintenant, putain, j'ai acheté un pantalon. Bon, j'ai acheté un pantalon dans une friperie, ok? Mais matez-moi ça. Je mets mon portable dans ma poche, frère. Voilà. Il est même pas rangé à la moitié. La poche est toute petite. Tu mets tes mains dans tes poches, tu ressembles à rien en fait. Putain, mais qui c'est qui fait ça? Excusez-moi. Là, je vous parle d'une œuvre qui est sortie, qui coûte 22,90 €. C'est un premier tome. C'est sorti le 15 janvier 2025. Et les textes et l'illustration sont de Elk. ELK. Voilà, Elk. Livre 1 s'appelle Semaille. Dessin, scénario et couleur Elk. Direction d'écriture Hubert. Ok, enchanté Hubert. Lectrice et aide dialoguiste Ankeo. L'œuvre est magnifique. Alors, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, graphiquement, c'est merveilleux. C'est magnifique. Regardez-moi la qualité de l'édition de cette œuvre. C'est vraiment grand format. Pareil, il n'y a pas d'embossage, mais si, il y a un embossage. Il y a un vernis sélectif plus, donc c'est pas un embossage, c'est pas un creux, c'est une bosse. L'œuvre est très très belle dans la bibliothèque. Et ce n'est pas qu'une BD. Il y a aussi des petits poèmes, il y a des contes, il y a des illustrations, il y a tout un travail un petit peu sur les enluminures et compagnie. C'est très 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 beau. Pour résumer, c'est assez compliqué, donc je vais vous lire la 4e de couverture pour cette fois-ci. Depuis plus de 10 ans, le prince Ivan traque les monstres qui déciment son peuple. Mais à ses yeux, c'est une menace bien plus insidieuse que ses patrouilleurs viennent de découvrir en pleine zone infestée. Un étranger venu de l'extérieur, candide, désorienté, inexplicablement indemne, l'innocence même. Voilà, on est vraiment sur un délire
l'attaque des titans, voilà, on est vraiment sur le délire vivre cloisonné. Le côté grand mur un peu à la Game of Thrones, c'est Borgia pour le cul. Ouais, il y a vraiment un petit délire là-dessus. Le gros point fort pour moi, c'est vraiment le dessin. Mais l'histoire est quand même assez palpitante. En gros, hein, tu vas suivre cette espèce de famille de nobles qui, un soir, ça va tourner au massacre parce qu'il y a des espèces de bestioles errantes qui vont venir buter la famille. Il va rester le frère, la sœur, tu comprends que le père aussi est toujours là. 10 ans plus tard, on va les retrouver dans un village cloisonné avec un énorme mur, un petit peu comme le mur la garde de nuit, et des gars qui font la ronde autour pour buter toutes ces bestioles errantes. C'est ça là, qui assure la sécurité du village. Donc forcément, les chevaliers, les gardes sont hyper bien vus et compagnie, dont l'un des fils de la famille qui a été décimé au tout début, où je vous le disais, bah lui va avoir clairement une place de choix, pratiquement de chef en fait. Et jusqu'au jour où il y a ce gars là qui est Candide, comme il disait dans la quatrième couverture, qui expliquait que ce personnage là aux cheveux blancs, cet homme là, n'a rien demandé à personne, et tu te rends compte que les bestioles errantes s'en approchent, et une fois qu'il le renifle, s'en vont. Et depuis qu'il est dans le village, il n'y a plus d'attaque. Donc il n'y a plus besoin d'avoir des gardes et de risquer sa vie pour aller à l'extérieur de la ville. Et du coup forcément le chef de la ville, le chef de la garde, va mal le prendre. Il devient inutile tout à coup. Il n'est plus au centre de l'intérêt, il n'est plus en lumière. Tu vas avoir des espèces d'énorme jalousie qui va monter petit à petit jusqu'à faire des choix complètement irrationnels, jusqu'à ce que ta propre famille ou les villageois voient que ce gars-là, depuis qu'il est là, c'est la fête quoi. Il y a vraiment un truc quoi. En plus il y a des fêtes autour du sexe. Comme je vous disais, ça parle pas mal de cul, que ce soit homme, femme, homme, tout est représenté. Il y a des énormes orgies, des fêtes qui parlent de la fertilité, il y a vraiment tout ce côté-là. Et évidemment, bah, il va être convoité, ce nouveau personnage qui vient débarquer et qui, grâce à lui, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, et on n'est plus obligé de se défendre, se battre contre ces horribles bestioles qui ont fait tant de mal pour tout le monde. Sauf que bah ça va pas se passer comme ça. Alors il y a des ficelles immenses, de par la sexualité de certains personnages par exemple, je sais même pas pourquoi on le cache vraiment, c'est même pas vraiment une surprise, mais il y a vraiment des grosses ficelles qui sont visibles à D-Born. Le cliffhanger de fin, moi j'ai envie de lire la suite. Déjà l'œuvre est magnifique, on va pas se mentir, mais en plus de ça, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très beau. C'est en plusieurs chapitres. Il y a, comme je vous disais, des espèces d'enluminures et de textes comme ça mis en avant, et c'est très très beau, vraiment entre chaque chapitre, des grands textes comme ça, et ça rime, il y a vraiment une espèce d'art et de respect de la prose, du vers. Et ouais, l'histoire, je vous dis, j'ai tellement kiffé que je pense que je vais arriver sur la fin. Vraiment, le gros point fort à mon sens, c'est le dessin, quoi. Cette nuance entre l'extérieur qui est chaud et l'intérieur où il va se passer vraiment un drame, où il va y avoir une espèce de sentence un peu gratuite sur cette nouvelle personne dont tout le monde se méfie. Il y a un côté un peu étouffant, et puis bah il y a un truc très mythologique là-dedans évidemment, avec la représentation de certains animaux qui sont mis en avant, qui sont vraiment adulés, comme le cheval, avec la robustesse du cheval, la fertilité, tout ça. Il y a vraiment ce côté très historique, très graphique. Donc si j'avais un conseil, bah écoutez, si vous êtes assez curieux pour aller découvrir un nouvel univers fantastique, et bah foncez dessus. Si les planches que je vous ai montrées vous a botté, bah allez-y, hein, boudez pas votre plaisir, c'est vraiment très très beau. 22,90€ pour l'œuvre, elle est vraiment très belle l'œuvre. C'est en termes de pagination, c'est très conséquent. L'œuvre est très très belle, sans rue de sel, ils ont un talent pour la fabrication. C'est pas la lecture de l'année pour moi, clairement, mais c'est une très très bonne histoire et j'ai clairement envie d'aller sur la suite. Gone with the Wild, tome 1, tome 2. Le premier est sorti en avril 2023 pour 25 balles. Bon bah le tome 2 est sorti, ça y est, récit complet, l'œuvre est magnifique. Gone with the Wild, y a pas un moment où je me suis dit, espèce d'énorme abruti, t'as pas l'impression que c'est un truc qui est connu? Mais non, je savais pas. Bah oui, autant n'importe le vent en fait. Voilà, de Margaret Mitchell, donc c'est Pierre Alary qui est aux manettes. Bah c'est connu, moi je suis pas content de l'avoir lu comme ça, parce que du coup je connaissais pas le roman, je crois qu'il y a eu des films, enfin bref, j'avais jamais vu. On va suivre une meuf qui s'appelle Scarlett, qui vit à Atlanta dans une famille aisée. En 1860 et des bananes, ou 1850 et des bananes. Et en 1861, il y a la guerre de sécession. C'est quoi la guerre de sécession, frérot? Alors je vais le faire très très court. Les Yankees du Nord descendent dans le Sud pour aller poutrer l'évêque du Sud, raciste, esclavagiste, les champs de coton la plupart du temps, et pour libérer toutes les personnes qui sont encore esclaves, quoi. Alors on sait aussi que le Nord a pillé le Sud en y laissant pratiquement rien et en y faisant en y incorporant un climat de torpeur en fait, voilà. Donc grosse guerre, donc ça pue du slip hein, clairement. Cette meuf là qui est promise, parce qu'on va parler de l'époque des États-Unis dans le Sud, donc un peu bourrin, on va pas se mentir. Cette femme là qui s'appelle Scarlett est promise à un homme qu'elle n'aime pas, elle veut pas épouser tout simplement, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Elle tombe amoureuse d'un mec qui s'appelle Ashley Wilkes. Oui, il veut d'elle, mais il peut pas en fait. Il est promise à une autre et elle est promise à un autre, voilà tout simplement. Pendant la guerre de sécession et après, va devoir survivre en fait, tout simplement, en tant que
avec son statut de sudiste. Elle va devoir entretenir le lieu de jeunesse avec lequel elle a des relations de famille, donc elle va devoir travailler, s'imposer. On va dépeindre en fait une femme forte qui a énormément de défauts, qui est raciste, pour l'esclavagisme, qui déteste le Nord par principe, qui n'hésite pas à user de ses charmes pour arriver à ce qu'elle veut. Tu te dis, bon bah de toute manière, elle n'avait pas le choix à l'époque, elle a bien fait comme elle a pu, tu vois, donc tu peux respecter ça, mais en même temps, tu sens que c'est quand même pas très moral, qu'elle est bourrée de défauts, et que c'est pas manichéen. Donc là-dessus, c'est hyper bien écrit. Je sais pas si le roman est comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Elle va croiser la route d'un mec qui s'appelle Rez Butler. Rez Butler, c'est un gars qui fait du commerce entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire, il va donner des informations ou livrer des choses qu'il n'y a pas dans le Nord via le Sud et vice-versa. Il va ouvrir des commerces dans le Nord en faisant ami-ami avec les Yankees, et en même temps, il va trahir les Yankees pour dire non, mais je suis un pote du Sud, je suis natif du Sud et compagnie. C'est un gars qui est un petit peu hors la loi, qui joue avec les extrêmes, qui est assez charmeur, mine de rien, et qui ne laisse pas de marbre Scarlett. D'ailleurs, une grande partie de l'histoire dans les 2 tomes, c'est plus dans le 2e tome, qui va être par rapport à ce mec là, Rez Butler. Et c'est assez cool de voir cette Scarlett, cette meuf là, qui va devoir tout à coup, une meuf qui savait malheureusement pas faire grand chose, qui était juste promis à un mariage. Vraiment, on parle d'une femme un peu objet malheureusement, qu'on est vraiment sur ce délire là dans le Sud en 1861, bah, c'était comme ça quoi. La meuf n'avait pas son mot à dire, et pourtant elle avait un caractère bien trempé. C'était une femme forte quand même. Elle s'est endurcie, et on lui a quand même toujours un peu cassé du sucre sur le dos tout au long de sa vie. Donc en fait, on évolue sur ce délire là. Voilà, on est sur Atlanta, hein, c'est une grande ville du Sud, et effectivement, il y a moyen de faire des affaires. Est-ce qu'une femme va réussir à faire des affaires dans Atlanta? Vous le verrez. Est-ce qu'une femme va réussir à se marier à droite à gauche pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille? Parce que sans ça, l'endroit où elle y a vécu, où il y a une partie des personnes qu'elle aime, va être abandonné, et en même temps elle va pas recevoir trop de soutien, et puis la guerre va débarquer, et du coup elle va devoir changer de mari. C'est vraiment une meuf qui est forte, et ça c'est respectable. Elle s'en sort comme elle peut, mais c'est aussi une personne, un être humain qui est profondément mauvais à mon sens. Les enfants, on les fait juste par principe, on s'en occupe pas des masses, il y a toujours une servante à la maison, évidemment, je vous donne en mille, elle est noire, donc forcément, elle est pour l'esclavagisme. Jusqu'au bout, en fait, elle va pousser les limites de l'idéologie sudiste profonde, et ça pose vraiment un problème quoi. On est vraiment là-dessus, on est vraiment sur un délire de la meuf est loin d'être irréprochable. Tu vas comprendre un peu ce que son père veut pour elle, ce que son père a décidé pour elle surtout. Tu vas comprendre que familialement parlant, c'est très compliqué. Beaucoup de belles pages comme ça, comme cette illustration qui est magnifique avec cette robe qui est au vent sur une grande plaine où on voit tous les terres du Sud et tout. Et puis il y a les périodes de la saison évidemment, l'automne, le printemps et compagnie, où tu vas voir que ça a franchement de la tronche, ça te met du plomb dans le crâne, c'est très joli, c'est très stylé. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Par contre, je trouve que le dessin c'est clairement affiné avec le temps. La fin du tome 2, je le trouve beaucoup plus réussi que, tu vois, même la colo, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dense. La couleur est beaucoup plus dense. Il y a quelque chose de, je sais pas, peut-être que l'ancrage est un petit peu plus épais. Et puis, la fin, évidemment, ça se resserre. Le goulot d'étranglement se resserre. Et tu te rends compte que, ouais, est-ce qu'elle va être à son aise? Est-ce qu'elle va se sentir oppressée? Est-ce que les choix qu'elle a fait dans le passé, au début du premier tome, vont se répercuter à la fin du 2e tome? Il y a une vraie continuité. Donc, Gone with the Wind, d'après le roman de Margaret Mitchell de Pierre Allary, chez Rue de Sèvres, c'est validé. Et voilà mes petites perruches, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là encore, mettez perruche dans les commentaires. Voilà, vous mettez vos commentaires, vous finissez par perruche. C'est complètement fou si vous êtes arrivé jusque là. Merci infiniment. Commentez, likez, partagez avec votre gros doigt musclé, là, balancez votre plus gros pouce. Ça fait toujours avancer le bousin. Merci à Rue de Sèvres de m'avoir fait confiance. Merci à eux. Bravo pour le travail éditorial, parce que tu vois vraiment que chaque format accompagne vraiment au mieux en fait chaque histoire. Il y a vraiment de tout et ça fait plaisir, et évidemment qu'on peut pas tout aimer, et je suis très content d'avoir fait plein de découvertes parce que c'est clairement le but de cette émission. En parlant de trucs que j'ai pas trop kiffé, voilà, Planetarium Ghost Travel, c'est pas pour moi, mais je suis persuadé que ça trouvera preneur, et si vous voulez en savoir un peu plus sur les mangas, allez suivre Ex Libris, je vous mets le lien dans la description évidemment, avec Apo, Fox et le bon vieux Néo. Ensuite, Les Chants du Chaos, Ek, bravo, j'ai hâte à la suite, félicitations. Même si j'ai vu quelques trucs arriver avec dans l'histoire en termes de narration et de construction de l'histoire, écoutez, j'ai adoré le dessin et l'œuvre est tout à fait magnifique, j'ai hâte à la suite. Ça a titillé ma curiosité. Gone with the Wind. J'ai lu un classique, sans le vouloir, voilà, vous avez dû me prendre pour un énorme blaireau, et c'est pas grave, on en apprend tous les jours. Et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est une espèce de tunnel de décision, de sensations, et puis c'est cool d'avoir une histoire où l'héroïne, le héros en général, n'est pas manichéen, quoi. C'est pas lui a raison sur tout et les autres sont des fumiers. Non, elle est bourrée de défauts, et ça fait d'elle quelqu'un
de crédible. T'as l'impression de voir un vrai être humain, quoi, avec des vrais choix. Shin Zero, bah, on va vivement la suite. Voilà, hein, Mathieu Bablet, Guillaume Singelin, de toute manière, qu'est-ce qui pouvait mal se passer? J'ai envie de vous dire rien du tout. Premier tome 103, la V119, il déboîte toujours. Allez-y, foncez dessus. Tout le monde dit que c'est bien. Bah écoutez, des fois, faut se ranger sur la majorité. C'est pas le cas pour Vianney. Et puis on termine avec le serpent en majuscule, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire qui passe toute seule et qui est assez décalée et ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu le délire. J'ai beaucoup aimé, je vous conseille d'aller lire le roman de Pierre Lemaitre si jamais vous l'avez à côté de vous, machin, foncez, parce que si c'est aussi bon que la BD, bah franchement, n'hésitez surtout pas. Et surtout, si vous l'avez lu, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-le moi, dites-moi si ça vous a plu, si le roman vous a plu, si vous l'avez lu. D'ailleurs, si vous avez lu l'une ou plusieurs de ces œuvres-là, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, on en parle évidemment avec plaisir. Merci infiniment à vous de suivre ces émissions, de les commenter, les liker. En ce moment, ça explose tout, je ne sais plus où me foutre. Je suis un peu gêné tellement ça marche, vraiment. Vraiment, merci beaucoup, infiniment, c'est fou. Vous soutenez chaque format, vous êtes bienveillants, bordel. Vous répondez entre vous, des fois il y a des espèces de lignes interminables de discussions entre petites perruches. Putain, mais c'est trop bien, je pensais jamais un jour que ça prendrait autant d'engouement, donc merci infiniment. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, mais alors vraiment d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt, dans la cave.